sont enfermés, ils sont piégés. Ils veulent s'enfuir. Ils prennent 200 personnes. Ils font ça comme bouclier humain à Kidal. Pensant que l'état-major va faire demi-tour. Mais ils ont joué bidé. Actuellement où je vous parle, oh, Lucas Serge, le globuleux, est devenu météorologue. Ces militaires-là, moi, j'ai commencé à avoir peur de ces militaires-là. Ils sont pires que la France. Je jure Allah. Wallahi, billahi, ces gens-là sont pires que la France. La ilaha illallah. Voici les frappes des militaires les plus mortelles que les médias refusent de vous dévoiler. Actuellement, à l'heure où je vous parle, l'heure est grave. Kidal chauffe, les terroristes prennent la fuite et les militaires ne font que multiplier leur offensive. Depuis plusieurs jours maintenant, une information circule en boucle dans les salles de rédaction d'Afrique de l'Ouest, mais disparaît mystérieusement avant d'atteindre les grands écrans. Une vérité que l'on chuchote dans les couloirs, que l'on retient dans les tiroirs, que l'on noie dans les statistiques froides des communiqués officiels. Cette vérité, la voici. L'armée malienne a lancé une offensive d'une brutalité inédite sur la ville de Kidal. Et ce qui se passe là-bas, depuis les nuits du 13 et 14 mai dernier, dépasse tout ce que les journaux grand public ont bien voulu vous raconter. Kidal, dites ce nom à voix haute. Fermez les yeux une seconde. Kidal, c'est plus qu'une ville. C'est une blessure ouverte dans le flanc du Mali. C'est un symbole que tout le monde revendique, que personne ne contrôle vraiment, et pour lequel des hommes continuent de mourir chaque nuit, à l'abri des caméras, loin des écrans tactiles sur lesquels vous regardez cette vidéo. Kidal, c'est l'endroit où l'histoire du Mali se joue, se déchire et se réinvente à coups de frappes aériennes depuis que la junte a décidé qu'elle n'avait plus rien à négocier. Pour comprendre pourquoi ces frappes sont différentes, pourquoi elles marquent un tournant, il faut remonter quelques semaines en arrière. Le 25 avril dernier, une coalition redoutable se forme dans les sables du nord malien. D'un côté, le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, l'une des franchises les plus actives d'Al-Qaïda sur le continent africain. De l'autre, le Front de libération de l'Azawad, le FLA, ces combattants touaregs qui se définissent eux-mêmes comme des fils du désert réclamant leur territoire ancestral. Ces deux forces que tout oppose idéologiquement, mais que la même rage anti-Bamako réunie, ont décidé de frapper ensemble. Et leur cible n'était pas une caserne de second rang. Leur cible, c'était le cœur même de l'armée malienne. Ce qu'ils ont accompli ce soir-là, le 25 avril, a sidéré les analystes militaires. En quelques heures coordonnées, ils ont mené des attaques conjointes sur plusieurs villes du pays, dont Bamako elle-même et Kati, la ville garnison, le QG militaire, le ventre mou de la junte. Et parmi les victimes de cette nuit-là, un homme en uniforme étoilé dont la mort a ébranlé les fondations du régime. Le chef d'état-major de l'armée malienne, l'un des hommes les plus protégés, les mieux entourés du pays, a été fauché, pas par une armée étrangère, pas par une puissance internationale, par des combattants du désert armés de kalachnikovs et de roquettes, ayant planifié dans l'ombre ce que beaucoup jugeaient impossible. La réaction de Bamako ne s'est pas fait attendre. Assimi Goïta, le chef de la junte, l'homme qui a promis aux Maliens la sécurité comme premier axe de son projet de gouvernance, s'est retrouvé face à la plus terrible des preuves de son échec. Et face à l'humiliation, la réponse des militaires a été immédiate, totale, sans nuance. Des avions de guerre ont décollé dans la nuit du 13 au 14 mai. Destination Kidal. Les frappes ont été décrites par un officier posté au commandement opérationnel d'Aguelo comme ciblées, précises, stratégiques. Mais ce mot « ciblé » dans le lexique de la guerre au Sahel résonne différemment, selon qu'on l'entend dans les salles feutrées d'un état-major ou sous les toits de terre cuite des maisons de Kidal. Un officier malien a déclaré avec une assurance tranchante « Nous ciblons des cibles précises, nous avons notre stratégie. Dans les jours à venir, les frappes vont s'intensifier. Dans les jours à venir. » Ces 4 mots ont figé les habitants du Nord dans une attente lourde, comme le ciel avant l'orage. Mais voici ce que les médias dominants n'ont pas dit. Voici ce qu'on a soigneusement caché sous les formules diplomatiques et les bilans officiels édulcorés. Les frappes de mai sur Kidal ne sont pas simplement des représailles militaires. Elles sont le signe d'un changement de doctrine. L'armée malienne, qui depuis les accords d'Alger de 2015 avait dû négocier, composer, accepter, est désormais dans une logique de reconquête totale. Plus de dialogue, plus de zones tampons, plus de compromis. Kidal devra tomber, ou l'armée s'y consumera. Et pourquoi Kidal? Pourquoi cette ville et pas une autre? Pour comprendre l'obsession de Bamako pour Kidal,
Il faut regarder l'histoire en face. Kidal, c'est la capitale symbolique de l'Azawad, cette vaste région du nord que les Touaregs revendiquent comme leur patrie depuis des décennies. C'est là qu'est né le mouvement sécessionniste. C'est là que les premières rébellions ont pris racine dans les années 1960, puis en 1990, puis en 2006, puis en 2012, lors de la grande offensive qui avait failli emporter l'État malien tout entier. Kidal, c'est la ville que François Hollande avait fêtée comme libérée lorsque l'armée française l'avait sécurisée en 2013. Et c'est la ville que les rebelles ont reprise ensuite, faisant de chaque reconquête une défaite annoncée. Alors, quand les avions de guerre maliens ont tonné dans le ciel de Kidal les nuits du 13 et 14 mai, ce n'était pas juste une frappe militaire. C'était un message politique, adressé aux rebelles, aux populations, aux partenaires régionaux, et surtout aux Maliens épuisés par des années de promesses non tenues. Ce message disait « Cette fois-ci, nous ne nous arrêterons pas ». Mais le problème, et c'est là que la vérité devient inconfortable, c'est que les frappes aériennes seules ne reprennent pas une ville. Jamais. Dans l'histoire militaire moderne, aucune offensive aérienne n'a suffi à établir durablement le contrôle territorial sans des troupes au sol, sans une présence humaine dans les rues, dans les maisons, sur les marchés. Et aujourd'hui, qui contrôle réellement Kidal? Personne ne le sait avec certitude. Les deux camps revendiquent. Les deux camps mentent un peu, et entre leurs deux récits, des civils attendent que le ciel arrête de tonner. Voilà la première vérité que les médias refusent de formuler clairement. Kidal est un champ de bataille aux contours flous, où aucune des parties n'a les moyens d'une victoire complète et durable. Et cette incertitude est précisément ce que l'armée cherche à dissiper avec ses frappes intensifiées. Elle veut croire que la puissance aérienne peut compenser ce que l'armée malienne ne peut pas encore faire au sol, tenir un territoire vaste, hostile, traversé par les mêmes vents qui effacent les pistes et brouillent les frontières. Mais il y a une deuxième vérité, plus sombre encore. Ces frappes ne tombent pas dans un désert vide. Kidal est une ville habitée. Et quand les bombes tombent de manière ciblée sur une ville où combattants et civils cohabitent depuis des années, où les maisons de terre sont imbriquées les unes dans les autres, où les femmes font cuire le mil au même endroit que la veille encore, les hommes nettoyaient leurs armes. Alors le mot ciblé devient une promesse que la réalité ne peut pas tenir. Des témoignages recueillis dans la région font état de familles déplacées, de quartiers touchés, de ruelles où résonne encore l'écho des explosions des nuits précédentes. On ne parle pas de bilan officiel parce qu'il n'y en a pas. On ne parle pas de victimes civiles parce que personne n'est allé les compter. Et c'est précisément ce silence-là, ce vide dans l'information, qui est le scandale le plus retentissant de cette offensive. Ce que les militaires maliens appellent une stratégie, ce que les communiqués officiels habillent en reprise de contrôle, se passe dans l'obscurité la plus totale pour les familles des dizaines de milliers de personnes qui vivent à Kidal et dans ses environs. Pas de journalistes sur le terrain, pas de caméras indépendantes, pas de rapports d'ONG autorisés à circuler librement. Et dans ce trou noir de l'information, les deux camps racontent leurs victoires respectives pendant que la réalité saigne en silence sur les sables rouges du Sahel. Maintenant, parlons des acteurs. Qui sont ces combattants que l'armée cherche à écraser? Le GSIM d'abord. Cette organisation, contrairement à ce que beaucoup imaginent, n'est pas une bande de fanatiques désorganisés brandissant des drapeaux noirs. C'est une structure militaire sophistiquée, dotée d'un réseau de financement qui traverse les frontières, d'un appareil de recrutement qui alimente ses rangs depuis des années et d'une connaissance intime du terrain saharien que peu d'armées conventionnelles peuvent égaler. Le GSIM, affilié à Al-Qaïda, n'opère pas comme l'État islamique. Il ne cherche pas à choquer, à diffuser ses images en haute définition. Il agit dans l'ombre, construit des alliances pragmatiques et attend. Et depuis que les armées françaises ont quitté le Sahel, le GSIM n'attend plus. Il avance. Le FLA, lui, est d'une autre nature. Les combattants du Front de libération de l'Azawad sont Touaregs pour la plupart, issus de communautés qui ont le sentiment, légitime selon eux, d'avoir été abandonnés, marginalisés, humiliés par un pouvoir central lointain basé dans une Bamako qui ne parle pas leur langue, ne comprend pas leur culture et n'a jamais investi dans leur région. Ce sont des hommes qui ont vu leurs enfants grandir sans école, leurs parents mourir sans hôpital, leurs troupeaux disparaître sans compensation. Leur violence est alimentée par une injustice réelle.
et c'est ce qui la rend si difficile à éradiquer par la seule force des armes. L'alliance entre le GSIM et le FLA est un mariage de raison, non de conviction. Ils ne partagent pas le même projet, pas la même vision du monde, mais ils partagent le même ennemi, la même urgence et le même désert. Et dans le Sahel, cela suffit à tenir ensemble le temps d'une offensive meurtrière. Ce qui rend la situation encore plus explosive, c'est le contexte dans lequel cette guerre se déroule. Le Mali de 2026 n'est plus le Mali de 2013. Il n'y a plus de troupes françaises. Il n'y a plus de mission onusienne MINUSMA, dissoute après que la junte a demandé le départ des soldats de la paix. Les conseillers américains ont été renvoyés. Même les militaires ukrainiens, dernièrement présents sur le sol malien, ont reçu leur ordre de départ. Il ne reste dans ce vide laissé par les puissances occidentales que les soldats du groupe Wagner, aujourd'hui rebaptisé Africa Corps pour des raisons de communication, et les forces des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette alliance, l'AES, est née du rejet commun de la France et de l'Occident. Elle était fondée sur la souveraineté retrouvée, la fierté panafricaine et la rhétorique anticoloniale. Mais sur le terrain, concrètement, qu'est-ce que cette alliance apporte à l'armée malienne qui lutte pour Kidal? Des promesses de solidarité, des déclarations conjointes. Peut-être selon certaines sources, quelques soldats burkinabés ou nigériens sur des fronts secondaires. Mais pas de troupes massives, pas de forces d'intervention rapide, pas de soutien logistique capable de changer le rapport de force dans le nord. Et les Russes sont là, oui, mais il faut dire ce qu'on veut dire par là. Africa Corps est présent en territoire malien. Ses instructeurs forment des soldats. Ses agents collectent du renseignement. Ces éléments combattants participent à certaines opérations. Mais ils ne sont pas là par amour de l'Afrique ou par solidarité avec le peuple malien. Ils sont là parce que le Mali représente une position stratégique précieuse dans la compétition géopolitique mondiale que Moscou mène contre Washington et Paris. Et quand cette position perdra de sa valeur, les Russes partiront, tout comme les Français sont partis. Tout comme tous ceux qui sont venus au Mali sont venus avant tout pour leurs propres intérêts. Ce n'est pas un jugement moral, c'est simplement la réalité des relations internationales que les Maliens, à force de déceptions accumulées, commencent à comprendre viscéralement. La question n'est pas de savoir qui aime vraiment le Mali. La question est, qui peut aider le Mali à gagner la paix? Et cette question-là, pour l'instant, n'a pas de réponse satisfaisante. Revenons aux frappes. Depuis le 14 mai, l'armée malienne a poursuivi ses bombardements. L'officier du commandement d'Aguelhok a annoncé que l'intensification était programmée, calculée, inscrite dans une stratégie à moyen terme. Cette stratégie, telle qu'on peut la lire entre les lignes des communiqués officiels, comporte plusieurs phases. D'abord, affaiblir les positions rebelles avec des frappes aériennes répétées. Ensuite, couper les lignes de ravitaillement entre Kidal et les zones de repli des combattants. Enfin, envoyer des forces terrestres pour un nettoyage opération par opération, maison par maison si nécessaire. Mais voilà le problème avec cette stratégie. Les phases 2 et 3 nécessitent des capacités que l'armée malienne n'a peut-être pas encore. Les lignes de ravitaillement dans le Sahara ne ressemblent pas aux lignes de ravitaillement en Europe ou en Asie. Ce sont des pistes de sable, des couloirs de contrebande vieux de siècles que des hommes connaissant le désert depuis leur naissance peuvent traverser de nuit sans se perdre. Et le nettoyage urbain, opération par opération, maison par maison. Dans une ville comme Kidal, densément peuplée, labyrinthique, où chaque famille cache peut-être un fils, un cousin, un voisin ayant pris les armes, ce type d'opération est extrêmement coûteux en vies humaines, en temps et en légitimité politique. Voilà où en sont les choses à l'heure où je vous parle. Des bombes qui tombent dans le ciel de Kidal, des rebelles qui fuient selon l'armée, qui tiennent le terrain selon eux-mêmes, des civils coincés entre les deux, et un pays entier qui regarde, suspendu dans l'incertitude, se demandant si cette fois-ci sera la bonne. Si cette fois-ci, après toutes les offensives avortées, toutes les reconquêtes éphémères, toutes les paix signées puis piétinées, Kidal redeviendra durablement malienne. Ou si la guerre continuera silencieuse pour le reste du monde, assourdissante pour ceux qui la vivent. Paragraphe 2. Environ 4400 mots. Il y a une chose que tous les généraux savent, mais que peu osent dire à voix haute devant les caméras. On ne gagne pas une guerre au Sahel avec des avions seuls. L'histoire le dit, le terrain le crie. Et pourtant, c'est exactement ce que la junte d'Assimi Goïta est en train de tenter, faute d'alternatives crédibles à court terme.
Pour comprendre pourquoi ces frappes sont à la fois nécessaires et insuffisantes, il faut plonger dans la géographie de Kidal. La ville est nichée à l'extrême nord-est du Mali, à environ 1500 km de Bamako. Un désert entre elles, un désert de sable, de roches, de vent, de chaleur qui dépasse parfois les 50 degrés à l'ombre. Pour faire venir des hommes, des armes, des vivres depuis la capitale jusqu'à Kidal, il faut des convois qui traversent des centaines de kilomètres de zones exposées aux embuscades. Des convois qui ont été attaqués, détruits, dispersés à de multiples reprises par les combattants du désert qui en connaissent chaque centimètre. C'est précisément pour cette raison que les avions sont devenus l'arme principale de la reconquête. Ils volent au-dessus des embuscades. Ils ne sont pas ralentis par le sable. Ils frappent vite, puis repartent dans le ciel. Mais ils ne restent pas. Et c'est là le paradoxe central de cette guerre. L'outil le plus efficace à court terme est aussi le plus incapable de produire la paix à long terme. Parlons maintenant d'un sujet que personne ne veut aborder franchement, les populations civiles de Kidal. Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui vivent dans cette ville depuis des générations, qui ont traversé toutes les guerres, toutes les rébellions, toutes les libérations successives. Comment vivent-ils aujourd'hui? Que pensent-ils de ces frappes que le gouvernement malien appelle une reconquête et que les rebelles appellent un massacre? La réalité, c'est que les populations de Kidal ne sont pas monolithiques. Il y a parmi elles des Touaregs qui soutiennent la cause du FLA parce que c'est leur famille, leur clan, leur identité. Il y a aussi des gens qui sont épuisés par la guerre, qui veulent juste que leurs enfants aillent à l'école sans entendre des explosions la nuit. Il y a des commerçants qui ont tout perdu à chaque cycle de violence. Il y a des femmes qui élèvent seules leurs enfants depuis que leurs maris sont morts dans l'un ou l'autre camp. Cette diversité humaine, cette complexité de la vie quotidienne à Kidal est totalement absente des communiqués officiels de Bamako, qui ne voient dans la ville qu'une cible à reprendre et pas une communauté humaine à réconcilier. Et c'est là l'une des grandes fautes politiques de la junte, celle que ses adversaires lui reprochent avec le plus de véhémence. En décidant que Kidal était uniquement un problème militaire à résoudre par la force, Assimi Goïta et ses généraux ont renoncé à la seule chose qui pourrait produire une paix durable, le dialogue. Ce dialogue ne signifie pas céder aux revendications sécessionnistes. Personne de sérieux ne demande au Mali de se diviser. Ce dialogue signifie reconnaître que des décennies d'injustice, d'abandon, de marginalisation du Nord ont créé les conditions de cette rébellion. Et que sans s'attaquer à ces causes profondes, chaque victoire militaire sera suivie d'une nouvelle rébellion, dans 10 ans, dans 20 ans, exactement comme ça s'est passé depuis les années 1960. Mais dans la logique des juntes militaires, le dialogue avec des rebelles ressemble à une faiblesse. Et dans le Mali de 2026, après les humiliations du 25 avril, après la mort du chef d'état-major, admettre une faiblesse est politiquement suicidaire. Alors on bombarde. Et les bombes tombent sur Kidal pendant que le vrai problème, lui, ne disparaît pas. Il attend, sous les décombres, de se reformer à la prochaine occasion. Il y a une phrase prononcée lors d'un débat de spécialistes que je n'arrive pas à chasser de mon esprit. Elle disait ceci, en substance, « Toutes les fois qu'on prend les armes, on s'éloigne de la paix. » Simple, presque trop simple pour paraître profonde. Mais quand on regarde l'histoire du Mali depuis 1960, quand on compte les rébellions, les coups d'État, les insurrections, les opérations de pacification, les accords signés et aussitôt trahis, cette phrase devient une vérité absolue, une loi aussi implacable que la gravité. Le Mali a pris les armes contre ses propres citoyens du Nord en 1963. La rébellion de 1990 a suivi, puis 2006, puis 2012, puis les accords d'Alger en 2015 célébrés comme une percée historique. Puis la violation de ces accords, puis le coup d'État de 2021, puis les frappes de 2026. Chaque fois des armes, chaque fois l'illusion d'une victoire, chaque fois un cycle qui repart de plus belle. Combien de fois faudra-t-il répéter ce cycle avant que quelqu'un à Bamako décide de briser la spirale autrement que par la force? Mais revenons au présent, parce que le présent a ses propres urgences. À l'heure actuelle, les frappes continuent. Les rebelles du GSIM et du FLA ont subi des pertes, c'est indéniable. Certaines positions ont été touchées, des dépôts de munitions détruits, des voies de communication perturbées. L'armée malienne peut légitimement revendiquer un affaiblissement de l'ennemi dans les jours qui ont suivi les premières frappes. Mais un ennemi affaibli n'est pas un ennemi défait.
Et dans le Sahel, un ennemi qui fuit se disperse, se repositionne